Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce troisième atelier des Citrons de la Marne, où le collectif des Citrons de la Marne, à savoir Dominique Vian, Julien Frisson, Philippe Silverzan et moi-même, est assisté des membres de la communauté francophone de l'effectuation. Voilà, nous organisons ces ateliers pour accompagner des entrepreneurs qui nous font part de situations de crise dans laquelle ils se trouvent. Alors, le programme de cet atelier va être le suivant. Dans quelques instants, Dominique va nous faire une présentation de l'effectuation, rappeler les 5 principes de l'effectuation. À la suite de ça, je partagerai avec vous un document, le document de la situation que nous allons étudier. Donc Caroline Auriol, tour opérateur en Namibie, et vous devinez la suite, sur lequel nous allons pouvoir travailler avec elle. Donc l'atelier se terminera aux alentours de 17h. Je vous propose de mettre vos questions, de garder les micros fermés et de mettre les questions dans le chat. Et au besoin, on vous activera le micro. Voilà. Donc, écoute, Dominique, alors c'est moi qui ai la présentation. Donc, je démarre. À toi, et tu me dis... Ok, merci de me laisser la parole, donc Guillaume. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de parler de l'effectuation et de présenter un petit peu pour ceux qui d'entre vous ne connaîtriez pas, mais en fait, je m'aperçois que même quand on connaît, l'effectuation c'est une chose qui est simple a priori, mais en fait dans la réalité, c'est plein de finesse, c'est une théorie sur laquelle des chercheurs travaillent depuis maintenant 20 ans, et donc s'ils continuent à chercher, c'est que finalement, il y a véritablement des finesses dans cette théorie qui font encore l'objet de recherche. Alors moi, je vais vous le dire avec mes mots à moi, et en même temps, ça permettra peut-être même pour ceux qui connaissent, d'en entendre un écho un peu différent, notamment de ces fameux principes, les 5 principes de l'effectuation. Alors l'effectuation, en fait, pour le définir, c'est une manière, en l'occurrence, de déduire des possibilités à partir du réel, à partir de l'existant. Donc, en l'occurrence, l'action, c'est une théorie de l'action humaine, puisque finalement, c'est à partir de cette modalité qui consiste à déduire des possibilités du réel que, en fait, on va inverser, en l'occurrence, la manière habituelle de travailler, qui consiste en général à fixer des buts et puis après à tenter de les atteindre. Donc en l'occurrence, ce qu'on connaît, et c'est toujours l'exemple de la cuisine qui marche bien parce qu'il est très compréhensible, c'est soit effectivement je sais exactement ce que je fais, donc j'ai un but très précis et je vais travailler sur une perspective qui est de définir un plat, et donc les moyens qui vont me le permettre, ce sont des moyens nécessaires. Inversement, si je cuisine à partir de mon frigo ouvert, en fait, j'ai un certain nombre de moyens de par le frigo ou de par les placards, et je vais pouvoir déduire des possibilités qui vont émerger d'un certain nombre d'ingrédients. Alors, on voit bien que, si vous voulez, on est dans une perspective où on ne connaît pas le résultat. Et c'est bien tout ce qui est intéressant, notamment dans la période actuelle, où en fait les niveaux d'incertitude sont tels qu'on peut continuer à travailler et avancer, quel que soit le niveau d'incertitude. Et c'est la grande nouvelle de l'effectuation. Alors, les 5 principes de l'effectuation sont les suivants. Alors, le premier, c'est de considérer que ce sont les moyens qui sont premiers. Donc, c'est sous-entendu, c'est la primauté aux moyens et non pas la primauté au but. Les individus ont des désirs, et c'est tout à fait normal. Mais que ce soit en fait que j'ai un désir ou que je n'en ai pas, à un instant T, je dispose toujours d'un certain nombre de moyens, et c'est ça qui va conduire l'action. Donc en l'occurrence, si vous voulez, c'est la primauté de l'action par rapport aux moyens disponibles. Alors, certains pourraient discuter ce principe. D'abord, c'est un principe qui est observé, donc c'est une réalité scientifique à l'heure actuelle. Mais on pourrait dire effectivement que c'est un manque de prétention que de vouloir faire des choses alors qu'on en a les moyens. On pourrait faire des choses et développer des nouveaux moyens même si on ne les a pas.
Et ben en fait, on peut faire beaucoup avec les moyens qu'on a, et des fois on peut faire beaucoup plus, parce que finalement, comme on porte beaucoup plus d'attention au but qu'aux moyens, on oublie beaucoup de moyens qu'on a et qui pourraient tout à fait être utiles. Donc c'est vraiment cette idée-là, ce principe numéro un, c'est de se dire que primauté aux moyens, on peut avoir des buts. Faire la cuisine, c'est un but. Hein. Quand on cuisine avec un frigo ouvert, c'est un but. Mais par contre, on va s'apercevoir que on va donc toujours en revenir à la primauté de ce que j'ai, et donc je vais adapter mon désir en quelque sorte en fonction des réalités. Donc c'est le réel. Hein. On construit l'avenir à partir du réel et à partir du présent. Et on construit pas on construit pas à partir d'un futur. Donc ça, c'est la grande différence. Alors le deuxième principe, c'est la perspective de dire bon bah ok, alors il y a une primauté aux moyens, donc il faut que j'engage des moyens dans l'action nécessairement. Et donc comment se fait ce discernement? Et ben en fait, ce discernement, c'est un discernement qui est simple, c'est le fait de dire je n'engage un moyen que si je peux le perdre. Voilà. Alors ces moyens pour l'action entrepreneuriale, ça peut être un effort, un niveau d'investissement, enfin un effort du temps passé par exemple. Hein. Ça peut être une réputation, sous-entendu, je peux me lancer dans ce projet parce que je peux me permettre, hein, ma réputation ne va pas en souffrir. Et puis ça peut être aussi évidemment une question relative au financement, sous-entendu, l'argent que je vais investir, c'est un argent que je peux imaginer perdre, et donc je ne vais pas nécessairement mettre ma vie en faillite. Donc c'est vraiment le principe donc d'une sorte de responsabilité à conduire une action à partir des moyens, comme on l'a vu, principe numéro un, et d'engager les moyens que si on peut se permettre de les perdre en fait. Donc là, ça se distingue, si vous voulez, du paradigme dominant qui consiste à dire que toute action humaine, elle est basée sur un retour sur investissement, un attendu de l'action. L'effectuation considère que de toute manière le résultat on ne le connaît pas, la vie est incertaine, elle est manifestement incertaine dans la période actuelle, mais en fait l'effectuation considère que la vie est toujours incertaine, et que donc on n'a pas besoin, si vous voulez, de travailler dans une perspective d'un futur optimum, hein, donc avec des logiques de retour sur investissement, mais plutôt des logiques de perte acceptable, sous-entendu d'engagement de moyens à partir de cette perte acceptable de cet engagement que l'on peut se permettre ou pas. Voilà, alors le principe numéro 3, alors c'est un principe qui est très très fort, c'est le fait de dire que le résultat qui va être atteint, c'est-à-dire le nouveau produit, le nouveau marché, la nouvelle organisation, c'est pas moi tout seul, c'est toujours avec d'autres. C'est-à-dire que c'est la force du nous dans la création, et donc on parle de co-création ou de co-construire une action. Sous-entendu, de mon côté, j'ai des moyens, et je vais rencontrer et interagir avec des gens qui ont des moyens. Et c'est de ces moyens que je ne connais pas encore, que je vais découvrir chemin faisant, que des possibilités vont émerger. Donc l'exemple qui est souvent pris, c'est l'exemple d'un patchwork, hein, patchwork par opposition en quelque sorte avec le puzzle. Hein. Le puzzle, en fait, c'est une image finie. Donc en gros, il y a des pièces manquantes et il faut trouver une image qui est préexistante. Quand vous faites un kilt ou quand vous faites un patchwork, en fait, vous combinez des morceaux de tissu qui vont se combiner bien deux à deux et qui vont faire une forme qui est dans un ensemble tout à fait satisfaisant. Mais donc, en tout cas, un correctif souvent qui est à faire, c'est que ce principe numéro 3 consiste à dire, bon, bah, il suffit d'écouter les clients. Non, non, parce que ça veut dire que dans ce cas-là, je me situe en réponse alors qu'en fait, je vais imaginer avec eux et co-construire un futur que moi-même je n'avais pas vu et que lui-même peut-être n'avait pas vu. Donc c'est autre chose que le simple fait d'écouter ses clients. C'est vraiment le principe de la co-création et donc la puissance d'une collaboration avec d'autres qui est vraiment un point d'appui sur lequel en fait la théorie s'inscrit, puisque finalement l'éducation est bien une théorie de l'action. Alors le principe numéro 4, c'est tirer parti des surprises. Alors donc ça veut dire que ça pose la question de la contrainte, parce que la surprise c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Bon là on est dans une période qui est manifestement inédite, et donc on s'est pris des citrons sur la tête. Donc sous-entendu les citrons, en fait c'est quelque chose, c'est le slogan, hein, donc consistant à dire un citron c'est acide et en même temps c'est un moyen pour faire une boisson savoureuse et très agréable qui est la limonade. Donc si vous voulez, ce principe il pose la question de la contrainte. La contrainte en fait ça peut être vu comme une opportunité. Et donc il n'y a
pas de surprise qui ne puisse pas être transformée en opportunité. Donc la contrainte va être en fait un moyen. En l'occurrence, parce que je suis en confinement, je peux faire des choses que je ne peux pas faire quand je ne suis pas en confinement. Donc on peut partir du principe que ce point de vue résolument optimiste, en quelque sorte, de la vie qui a un déroulé de surprise, en fait, a toujours. Alors évidemment, hein, il faut pouvoir être résilient sur les surprises et les mauvaises surprises qu'on se prend sur la tête. Mais en tout cas, donc il y a un présupposé qui est de dire que finalement, de toute surprise, il peut sortir quelque chose qui est utilisable et qui est en soi en fait une contrainte qui se transforme en opportunité. Donc ça c'est vraiment un point très essentiel en l'occurrence à la théorie. Et le point numéro 5, en fait, c'est le principe numéro 5. Alors, ce principe, il consiste à dire, OK, donc je pars des moyens, je sais que je vais engager des moyens que si je peux me permettre de les perdre, je vais co-construire avec les autres, mais sous-entendu, les autres, ils vont peut-être m'amener dans des endroits où j'ai pas envie d'aller. Les surprises, elles vont peut-être me permettre des possibilités, mais dont que j'ai pas à cœur de développer. Et là, en l'occurrence, si vous voulez, c'est le principe qu'on appelle le pilote dans l'avion, en l'occurrence, c'est-à-dire que je reste responsable des actions que je vais engager avec les autres. Sous-entendu, je ne me laisse pas conduire par les autres, je suis conduit avec les autres. Mais ceci dit, j'existe en tant qu'acteur dans la capacité, on va dire, d'énacter ou de générer des futurs avec ces acteurs. Et donc, sous-entendu, je n'ai pas perdu la main. Ce n'est pas, en l'occurrence, une perte de contrôle. C'est pas parce que je n'ai pas prédit un avenir ou un résultat que j'ai perdu le contrôle de mon action. Donc, vous voyez, donc ces 5 principes qui sont extrêmement riches en termes à la fois de pragmatisme, parce que de fait, c'est une théorie de l'action. Donc, l'action par nature, si on peut agir, c'est que c'est possible, donc c'est pragmatique. Mais c'est plus qu'une théorie pragmatique, c'est une philosophie. C'est une philosophie de l'action qui consiste à complètement revisiter les enseignements qu'on a eus jusqu'alors, qui consistaient à dire que si je n'avais pas de but, a priori, je ne pouvais rien faire. Si je partais des moyens que j'avais, ben, en fait, je manquais d'ambition. Et en fait, on casse toutes ces idées-là qui sont en fait des idées qui ne sont pas conformes tout simplement à l'observation qui a été faite par Sarah Sarasvati, hein, qui a développé cette théorie en 2001, et qui a véritablement montré qu'en fait, les entrepreneurs qui connaissent le succès sont les premiers à appliquer ces 5 principes. Donc voilà, une grosse remise en cause des gros principes, enfin des principes traditionnels de la pensée dominante qu'on voit notamment en stratégie d'entreprise, en fait, hein, voilà, qui est toujours basée sur un résultat attendu et un retour sur investissement de l'action. Voilà, donc je pense que c'est suffisant à ce stade, mais donc une richesse d'une théorie qui est, on va dire, sans fond, au sens où on découvre encore beaucoup de choses dans le cadre de recherche sur les générations de buts, sur la différence entre un but et un pré-engagement, enfin donc tout un tas de travaux de recherche qui sont extrêmement, on va dire, profitables, mais aussi qui vont véritablement permettre de faire avancer cette théorie, puisque je pense que la question des buts dans la théorie n'était pas si compréhensible que ça, et on la confondait très souvent avec l'agilité notamment, alors qu'en fait il ne s'agit pas de ça. Voilà. Guillaume, je ne sais pas si ça te va. Écoute, merci. Si, c'est très bien. Merci beaucoup, Dominique, pour cette présentation rapide de l'effectuation. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous allons étudier le projet enfin la situation de Caroline. Nadine, la question qui tue. Là, c'est pour faire dégoupiller Dominique. Alors, sur la différence avec l'agilité, on pourra vous renvoyer vers des articles qui ont été écrits à ce propos sur la différence avec l'agilité, parce que là, c'est vraiment, on veut utiliser le temps de l'atelier pour Caroline. Donc, dans le chat, comme pour les éditions précédentes, je vous partage un Google Docs qui correspond à la situation décrite par Caroline Auriol. Alors, Caroline, je vais vous mettre au centre de l'écran et en plus, si vous pouviez réactiver votre micro, qu'on puisse vous entendre. Caroline Namivie. Donc voilà, prenez connaissance donc de la situation de Caroline.
Si Caroline, si vous nous entendez. Non, Son micro est Caroline toujours bien coupé. présente, mais son micro est toujours coupé. Ouais. Ah, ça y est. Voilà. Vous m'entendez? Ah oui, ça y est. Bonjour Caroline. Bienvenue à cet atelier et merci beaucoup d'avoir accepté donc de nous présenter votre situation. Donc j'ai partagé dans le chat la situation que vous nous avez envoyée. Et est-ce que vous pourriez nous mettre un petit peu le contexte de votre activité, comment vous êtes arrivé jusque-là pour proposer cette activité et effectivement un petit peu plus de détails sur qu'est-ce qui se passe maintenant, quoi. Voilà, moi je suis arrivée en Namibie il y a 22 ans et donc j'ai créé un tour opérateur il y a 21 ans, donc à l'époque où le tourisme commençait à se développer en Namibie. Donc on a une clientèle francophone et principalement française. Et donc avec cette situation depuis donc à peu près mi-mars, les frontières étant fermées, l'aérien suspendu, bien sûr on n'a plus aucun client qui arrive. Pour l'instant, la plupart de nos clients qui sont prévus sur la grosse saison, c'est-à-dire pour nous, c'est principalement juillet, août, qui est le plus gros, on va dire 50% du chiffre d'affaires est fait à ce moment-là. On reçoit énormément d'annulations du fait que les gouvernements prévoient que les frontières resteront fermées ou en tout cas que les gens ne seront pas autorisés à se déplacer à l'étranger. Et donc forcément on se retrouve dans une situation un peu difficile parce que c'est toute l'intégralité de notre clientèle qui est impactée. Il n'y a pas tellement de possibilités de faire du tourisme local, il n'y a pas de clientèle sur place qui pourrait reprendre ce marché. Et donc on se retrouve un peu dans une situation où l'arrêt est total, l'arrêt de notre activité est total. Et j'ai pas trop Bon, déjà, on n'a aucune vision sur quand est-ce que ça reprendra. Donc, il y a bien sûr une question de la survie financière de l'entreprise à terme. Et savoir comment, éventuellement, on peut trouver une idée, une solution, quelque chose pour se repositionner sur un marché différent ou créer un marché... je sais pas, voilà un peu où on en est en ce moment. Très bien. Merci beaucoup. Okay. Donc effectivement une situation bien bloquée, s'il en est. Alors, est-ce que vous avez des questions? Allez-y, posez-les dans le chat hein, si vous avez des questions aussi. Alors, sur le document, il y a Lise-Hélène qui dit pouvez-vous nous décrire votre équipe et les compétences de chacun? Alors, on n'est pas très nombreux. Hein. Je suis la dirigeante de l'entreprise. Je m'occupe donc de tout ce qui est aussi marketing et puis finance. J'ai 2 consultantes donc qui s'occupent plutôt de la préparation des programmes, de la relation avec les clients. Et j'ai des guides donc qui eux sont sur la route, qui emmènent les gens à travers le pays, voir tout ce qu'il y a à voir, quoi. Ils sont tous salariés? Oui, ils sont salariés. Les autres, j'ai aussi des freelances, mais bon, les freelances, pour l'instant, ceux-là me préoccupent un peu moins, on va dire. Mais les autres sont tous salariés, oui. D'accord. Et bien sûr, une autre question. Oui, je voulais préciser qu'on n'a pas du tout le même niveau aussi de protection, que ça soit social au niveau des salariés ou au niveau des entreprises que ce qui peut exister en France. C'est-à-dire qu'il y a en gros aucune aide qui est apportée au niveau de l'État pour soutenir que ce soit les employés, les salariés ou les entreprises. D'accord. Il y a une autre question sur le document, c'est pouvez-vous nous parler de vos clients? Donc, quel type de clients viennent d'habitude en Namibie? Alors là, c'est vraiment très très variable. On a tout type de clients. On a la plupart, donc ce sont des francophones donc qui viennent de France, de Belgique ou de Suisse.
Mais après, ça va vraiment du petit couple de jeunes qui viennent faire du camping pendant 2 semaines, aux gens qui sont en voyage de noces, aux personnes âgées, aux retraités, des familles en juillet, on a surtout des familles aussi qui viennent. On a des gens qui viennent faire des voyages en flying, donc c'est-à-dire en avion privé, d'autres qui louent une voiture, d'autres qui partent avec des guides. Enfin, c'est vraiment le panel de clientèle est très varié. Alors il y a une question aussi sur le document, c'est est-ce que parmi ces clients, il y en a qui reviennent ou c'est que du one shot? Non, on a beaucoup de clients qui reviennent. D'accord. Ok. J'allais dire, vous et peut-être plus particulièrement les guides qui sont sur la route ou les consultants, quelles sont leurs compétences, surtout pour les guides, par rapport à leur savoir-faire qui leur permet d'emmener des clients sur la route. Alors, je ne connais pas du tout la Namibie, mais est-ce qu'ils ont des connaissances relatives aux animaux, à la végétation, à tout un ensemble de choses diverses et variées qui aujourd'hui, en tout cas, quand vous avez des clients, ils sont capables de les amener et de parler de la Namibie en connaissance de cause sur un certain nombre de sujets divers et variés. Oui, tout à fait. On va dire, c'est limite des encyclopédies vivantes. Ils ont des très bonnes connaissances sur tout ce qui est faune, flore, astronomie, histoire. Enfin bon, ils savent à peu près tout ce qu'il y a à savoir et ce qu'on peut expliquer en accompagnant des gens. Donc c'est vrai qu'ils ont un savoir énorme et leur autre compétence notable, c'est la relation humaine avec les gens, puisque bon, pour faire ce métier, il faut quand même avoir un certain sens du dévouement, une certaine gentillesse, écoute envers les clients qu'on accompagne. Il y a des questions sur le document. Alors du coup, a priori, on a ouvert les vannes, donc c'est bien. Penses-tu que tes clients seraient enclins à acheter un voyage à l'avance pour 2021? La plupart, tous ceux qui devaient venir cette année, la plupart reportent pour l'année prochaine. Donc, en fait, le souci, c'est que d'abord, on n'a aucune vision, même à moyen terme, de ce qui peut se passer, déjà. Et surtout que, voilà, là-dessus, si les choses rentrent dans l'ordre dans 10 mois, voilà, les clients seront là puisqu'ils reportent de cette année à l'année prochaine. Bon, il y a toujours l'inconnu qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec l'aérien parce qu'on est très dépendant aussi des conséquences sur les compagnies aériennes. On lit pas mal de choses, bon, c'est vrai, tout et son contraire, mais il y a beaucoup de compagnies qui sont impactées. La Namibie est de loin une ligne qui n'est pas forcément très rentable, donc ça ne sera pas les premières qui seront remises en route. Donc on ne sait pas quand l'activité va vraiment pouvoir repartir. Par contre, c'est vrai que les gens qui ont des voyages prévus pour cette année les reportent sur 2021. Par contre, avoir des nouveaux clients maintenant pour 2021, on n'a aucune demande. Alors que d'habitude, on travaille souvent avec des gens qui prévoient leur voyage 6 mois, 1 an à l'avance. Donc on pourrait être dans une époque où on reçoit déjà des demandes pour l'année prochaine, ce qu'on n'a pas du tout cette année. D'accord. Il y a une autre question que je vais reformuler. Est-ce que tu as déjà imaginé ou envisagé de transposer le voyage réel en voyage virtuel? C'est-à-dire essayer de faire voyager les gens à distance, ce qui peut permettre de générer, selon le modèle à poser, un peu de cash et donc de pouvoir payer ses collaborateurs et en même temps de pouvoir attirer, de capitaliser sur les clients existants et attirer de nouveaux clients potentiellement pour plus tard. Alors j'y ai pensé, mais après la chose c'est en termes de faisabilité, déjà de réalisation en fait de faire ça parce que c'est pas forcément évident. Faut savoir que la Namibie ça fait quand même une fois et demie la France en termes de taille, donc c'est vrai quand on fait des voyages, on fait des voyages de 15 jours qui font 3500 km. Et après la mise en place de la façon de vendre, et c'est vrai que j'ai pas non plus, enfin j'ai un doute, mais c'est vrai que j'ai pas fait d'études là-dessus pour savoir
qui serait prêt à acheter un voyage virtuel comme ça. Je pense que les moyens sont peut-être pas encore assez importants, ou alors les moyens qui sont à ma disposition de mettre carrément quelque chose de virtuel comment on appelle ça, en réalité virtuelle. Bon, j'ai pas les techniques et on les a pas ici sur place pour faire ce genre de choses. Donc pour l'instant, j'y ai pensé, mais je vois pas trop comment je pourrais mettre ça en place. Alors, au-delà de la réalité virtuelle, on peut tout à fait imaginer, en fonction des compétences de tes salariés et des gens qui le connaissent, puisque l'avantage du réseau, c'est qu'on connaît des gens qui connaissent des gens, il est peut-être possible de mettre en œuvre des choses qui permettraient de faire voyager un peu les gens sans engager de coûts particulièrement importants, mais qui permettraient malgré tout de tester éventuellement cette hypothèse pour voir si elle apporte un peu de traction ou pas. Oui, moi j'aime bien cette perspective-là. Il y a aussi une autre idée qui me vient, c'est qu'en fait, si vous voulez, les gens, quand ils voyagent, en fait, ils reçoivent beaucoup d'informations et en fait, ils n'ont pas le temps de la digérer. Et pourtant, ils ont en face d'eux des experts, c'est ce que vous avez l'air de dire. Hein. Oui. Et donc, entendu, il y a la question de l'approfondissement de la connaissance et de la connaissance qu'elle soit, je sais pas moi, sur les espèces rencontrées, sur les paysages et autres, qui permettrait effectivement de pouvoir avoir non pas une offre qui essaye de faire une mimique de l'offre, parce qu'elle sera toujours moins bien que l'offre réelle, mais c'est d'avoir cette expertise qui peut donner envie, alors peut-être pas à tous, hein, mais qui peut donner envie à certains pour pouvoir approfondir les connaissances d'un voyage pour préparer éventuellement le suivant, par exemple. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, si vous voulez, cette expertise qui est détenue par les personnes qui sont dans votre entreprise, elle est vraiment demandée par vos clients? Et est-ce que c'est une valeur perçue, en fait? Ça, c'est un peu difficile à répondre, en fait, parce que ça dépend vraiment des gens. C'est vrai que les gens qui reviennent régulièrement, on va dire chaque année ou tous les 2 ans, qui en plus généralement demandent à avoir le même guide, parce que justement pour et les compétences et les connaissances et la personne en elle-même, il y a peut-être une possibilité, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à voir comment je pourrais proposer ça à mes clients, en fait. Je vois pas exactement sur quel format et dans quel. Alors, ouais, j'ai peut-être un bout de réponse par rapport à ça, qui va probablement pas te convenir, mais qui serait, à mon avis, un excellent moyen. C'est pourquoi ne pas poser la question à tes clients actuels et à tes clients passés pour avoir leur avis sur la manière la plus simple, mais en même temps la plus explicite, de les faire voyager ou revoyager à distance. c'est une excellente suggestion. Parce que eux seront, et vu qu'ils te connaissent, ils ont confiance en toi, donc ils sont en mesure probablement de te donner quelques pistes en tout cas. Ouais, c'est une excellente suggestion. Ouais. En complément, on peut aussi imaginer, l'idée si tu veux, on sait que ça va être compliqué de faire du chiffre d'affaires de manière importante sur une période comme celle-ci, compte tenu du fait que les gens ne peuvent pas se déplacer. En revanche, ça peut être un excellent moyen de faire de la com à tout va et de se faire connaître avec, par exemple, des mini-portraits des collaborateurs, des témoignages des clients passés. Bref, on peut imaginer tout un tas de choses autour de ça qui pourraient te mettre en avant en tant qu'experte du voyage en Namibie et donc permettre d'engager, dès lors qu'on sera en capacité de voyager, permettre d'engager de nouveaux clients aussi. Donc, pour un tout petit prix, je peux goûter au voyage virtuellement d'une manière X ou Y, et pour un prix plus important, évidemment, dès lors que je pourrais le faire, je pourrais me déplacer en Namibie en allant sur place, en connaissant un peu le sujet et les personnes. Ouais. Il y a Lise-Hélène qui a mis une question extrêmement intéressante sur le document. Elles sont toutes intéressantes, rassurez-vous. Évidemment. Pouvez-vous décrire votre équipe et les compétences de chacun? Mais ça, j'ai déjà répondu. Ah, pardon, c'est moi qui ai... Oui, c'est moche. Hein. C'est moche. Mais
Navré. Donc, en fait, vous les avez décrites, effectivement, ces compétences, mais vous les avez peut-être pas décrites suffisamment, parce que derrière, il y a une véritable expertise apparemment, hein, dans ce que vous avez l'air de dire. Oui, oui, tout à fait. Et donc, si vous voulez, en fait, l'exercice qu'on fait, c'est-à-dire quand à un moment donné, on a une perspective qui ne fonctionne plus, on repart des moyens, donc ce qui est certain, et on essaye de repartir dans des déductions d'effets potentiels à partir des moyens qu'on a. Et en fait, les moyens, on les voit pas, parce qu'en fait, vous vivez avec, donc c'est des gens que vous connaissez, mais donc du coup, vous percevez pas les éléments de valeur que peuvent avoir ces personnes-là, sous-entendu. Peut-être c'est des experts, hein. Alors je sais pas moi, ce sont des experts, mais ce sont des experts et donc à partir du moment où on est dans l'expertise, on n'est pas loin de l'enseignement, vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas que dans le voyage agrément. Et auquel cas, si vous voulez, c'est ça qui est la merveille de l'effectuation, c'est-à-dire qu'un ensemble de moyens, on peut même changer d'univers, en tout cas rejoindre un univers qui est proche, hein, mais qui est relatif à l'enseignement. Alors je ne sais rien, mais c'est une possibilité. C'est effectivement un des éléments de suggestion, c'est que soit ils peuvent enseigner à des populations locales, ou s'ils ont des expertises, comme vous l'avez dit, faune, flore, astronomie, etc., est-ce que ce ne sont pas des compétences monétisables auprès d'organisations locales sur la protection de la nature, ou imaginer peut-être d'autres formes d'agriculture liées à leur connaissance de la flore locale et autres plantes, qui sont effectivement, qui n'ont en tant que tel plus rien à voir avec le fait d'être un tour opérateur, mais c'est bien l'exploitation de leur expertise, mais auprès de commanditaires locaux. Ouais. Non, en fait, c'est vrai que je l'avais pas vu. En fait, dans le faire avec ce qu'on a sous la main, j'avais pas nécessairement pensé aux compétences élargies comme ça de mes collaborateurs, en fait. Et en complément, tu peux même leur demander ce qu'ils ont envie de faire. Et oui, même peut-être commencer par ça. Parce qu'en fait, c'est la co-création, hein. Sous-entendu, j'arrête de penser pour les autres, mais je pense avec les autres, hein. Oui. Parce que si vous pensez pour les autres, en fait, après, ils vont répondre oui et non. Et si vous co-construisez un avenir avec eux, sur le fait de dire qu'est-ce qui t'intéresse, vous allez découvrir des moyens qu'ils ont qu'eux-mêmes ne savaient pas, et de cette rencontre, on va voir des possibilités émerger, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y en a, tiens, pour filer la métaphore du repas, est-ce qu'il y en a qui ont des compétences en cuisine et en exploitation des ressources locales en cuisine, et que ça pourrait intéresser les populations locales et être monétisé? Ouais, le problème, c'est la situation économique générale de toute manière de Namibie fait qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent être monétisées auprès des populations locales ici. Les populations locales sont quand même pas très riches, on va dire, et il n'y a pas grand-chose à faire. Et après, on a aussi un petit handicap par rapport à ça, c'est qu'on est français, dans un pays où les étrangers, on va dire, sont pas forcément toujours bien vus dès qu'on entend piètre sur des compétences ou des domaines qui peuvent être faits par les locaux. Donc, tant qu'on reste dans notre compétence de tourisme, on a un avantage énorme en étant français, c'est qu'on parle français et que ici le français n'est pas tellement développé, donc les touristes français n'arriveraient pas jusqu'ici s'il n'y avait pas de société comme la nôtre. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Ensuite, après, faire des choses que les locaux font, ça devient plus difficile. Ça veut dire que tes experts qui font visiter sont français ou ils sont locaux? Oui, français, suisse, belge. D'accord. Tous depuis longtemps ici, mais oui, reste des. Il y a aussi quelques, eux qui travaillent plus en freelance des Congolais. Mais voilà, il n'y a pas de Namibiens, ou il doit y en avoir un ou deux qui parlent français et qui peuvent faire ce travail, quoi. J'ai une question, Caroline. Aujourd'hui, tes voyages sont marketés pour les pays francophones, d'accord? France, Belgique, etc.
Est-ce que les pays limitrophes de la Namibie ou pas trop loin de la Namibie, qui auraient la capacité éventuellement de se déplacer peut-être plus facilement que les Européens, si c'est possible, hein, j'entends, pourraient être intéressés par d'autres types de voyages, en tout cas marketés différemment, sur la Namibie ou pas du tout? C'est relativement difficile parce que nos voisins, on a pas mal de pays qui sont pas très riches, comme le Botswana, le Zimbabwe, la Zambie. L'Angola où c'est pareil, ça va pas très fort. Donc il reste l'Afrique du Sud, mais c'est pareil, les gens de ces régions-là qui voyagent, c'est plutôt des hommes d'affaires qui viennent pour 2-3 réunions. Il n'y a pas de voyage touristique dans le sens dans ce qu'on fait. Et là, on se retrouve de nouveau dans la situation, on est en compétition avec des gens du cru et sur laquelle on n'a pas d'avantage, quoi. D'accord. Mais ça pourrait être envisageable malgré tout, dès lors que tu es en capacité de construire une offre ou d'avoir les compétences nécessaires en interne pour pouvoir le faire. Ouais. Donc ça pourrait être une piste aussi pour avoir du client plus rapide. Ouais, ça peut être une piste, ouais. L'idée en fait, c'est de faire l'inventaire de ce qu'il est possible de faire avec ce que tu as. Pas de tirer des plans sur la comète avec si j'avais ça, je ferais ça. Oui, non, tout à fait. Bien entendu. Il y a eu plusieurs questions sur le chat et tout, mais du coup, je regardais beaucoup le document et pas forcément le chat, je suis désolé. Attends, je remonte un petit peu. Ça, c'est pas tout à fait... Il y avait une question que je vois, pour quelles raisons vos clients fidèles reviennent en fait? C'est super important comme question ça aussi. Alors, il y a 2 raisons. C'est que d'abord la Namibie, c'est tellement beau et vaste que on est généralement conquis la première fois qu'on vient et on a envie de revenir pour voir ce qu'on n'a pas vu ou revoir des choses qu'on a vues et qui nous ont plu. Et pourquoi ils reviennent avec nous? C'est parce que ça fait, comme je disais, ça fait 21 ans qu'on est là et j'ai toujours construit la société sur des valeurs importantes de relation avec les clients, d'offrir des choses, je ne veux pas dire parfaites, mais presque, d'être à l'écoute de ce que veulent les gens. Pardon. On fait du sur-mesure en direct avec les gens, c'est-à-dire que contrairement à d'autres agences où quelqu'un passe la porte, va parler à une consultante qui va après voir avec un tour opérateur sur place, donc avec une déperdition d'informations. Nous, on est en contact directement avec les gens, donc je leur demande exactement ce qu'ils veulent ou s'ils ne savent pas quelles sont leurs façons de voyager, etc. Et donc, j'adapte chaque voyage à chaque personne. Et du coup, est-ce que tu peux pas mettre ta compétence d'ultra personnalisation dans un autre contexte? Mais j'aimerais bien, mais je ne sais pas quel contexte. Dans quel contexte, toi et tes collaborateurs, avez-vous le plus de crédibilité ou le plus de compétences ou plus d'éléments à votre disposition qui seraient connexes ou pas d'ailleurs à votre activité actuelle, sur laquelle vous pourriez générer un peu de volume, un peu de chiffre? J'avoue que j'en sais rien. C'est ça que je cherche depuis un petit moment, mais pour l'instant, il n'y a rien qui me vient comme ça spontanément. Alors, on a vu que essayer de co-construire avec tes collaborateurs serait un bon moyen de pouvoir avancer. Dans le même temps, vous pouvez aussi imaginer faire un inventaire des compétences. Alors, pas un inventaire stricto sensus en disant moi je sais vendre un truc, mais typiquement un inventaire plus ouvert qui soit à la fois compétences et profils pour voir un petit peu ce qui pourrait être fait avec ce que vous avez déjà au sein de votre entreprise. Ouais. Et donc faire un petit pivot le temps que les choses se tassent, et pourquoi pas reprendre une activité plus classique après, ou rester dans ce pivot parce que tout compte fait, ça correspond complètement à une nouvelle aspiration. Ça, ce seront des choses qui seront faites plus tard. Ouais, tout à fait, oui. Il y a une question qui est intéressante, elles sont toutes intéressantes comme je l'ai dit, donc il faut que j'arrête de dire ça. Est-ce que le tourisme d'affaires en Namibie est développé ou est à développer selon le cas?
Et si tu pouvais faire quelque chose par rapport à ça? Ouais, alors il n'est pas très développé parce que tout bêtement, il n'y a pas de gros. Enfin, la Namibie n'est pas un gros pôle d'activité. Juste pour resituer, la Namibie, on vit les principales ressources, c'est les mines, donc tout est exporté principalement vers la Chine d'ailleurs, la pêche et le tourisme et l'agriculture. Mais il n'y a pas de grosses sociétés de services, ce genre de choses, donc c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de tourisme d'affaires non plus. C'est plus concentré par exemple sur l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud en plus a des prix plus attractifs, donc c'est plus facile de générer des colloques ou des choses comme ça en Afrique du Sud qui a en même temps les mêmes attraits que la Namibie en termes de on peut faire beaucoup de safaris en Afrique du Sud, donc les gens, si on veut mélanger un peu le tourisme d'affaires avec un peu du tourisme d'agrément, il y a tout ce qu'il faut en Afrique du Sud. Les infrastructures, parce que même au niveau des infrastructures hôtelières, la Namibie est plus ciblée sur vraiment du tourisme avec des hébergements de petite capacité. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas très facile à développer, même si on voulait le faire. Ok. Une question de Nadine concernant, avez-vous des photos, existe-t-il des agences photos de la Namibie? Je ne sais pas s'il existe des agences photos la Namibie, non. Nous, oui, par contre, on a beaucoup de photos, oui. Ça, c'est une excellente... Intéressante, ouais. Oui. Parce que là, il y a quand même un marché sur l'image en général, Ouais. sur lequel vous pourriez aussi capitaliser un petit peu et qui permettrait d'envisager aussi d'autres moyens pour maintenant et plus tard. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Ça, je n'avais pas du tout pensé, mais c'est une excellente... Il y a aussi une idée qui vient d'Anan qui consiste en fait à dire que quelque part je pense qu'il y a un impact économique peut-être aussi en Namibie, alors sur vous en général, mais sur la Namibie en général, et peut-être de voir comment à un moment donné il n'y a pas des projets solidaires ou écologiques qui peuvent impliquer les clients, vos clients. Ouais. Alors là, si vous voulez, c'est la capacité de s'ouvrir vers un nouveau contexte qui est plutôt le contexte d'une ONG, hein, quelque part, d'une certaine manière. Alors, je ne sais pas si elles sont très nombreuses, très présentes. C'est une proposition de Hanan qui disait qu'on pouvait aussi, dans ce cas-là, impliquer les locaux soit dans les projets, soit dans la promotion, en fait. Voilà. Ouais. Voilà, je sais pas. Et pour aller un peu plus loin là-dessus, on a parlé de la Namibie, mais est-ce qu'il y a des produits locaux qui pourraient être exportés? Parce que les transports de marchandises fonctionnent globalement pas trop mal encore. Est-ce qu'il y a des produits qui pourraient être exportés et qui pourraient donc faire l'objet d'une facturation de ta part vers des clients francophones ou autres d'ailleurs, et qui seraient suffisamment attractifs pour les clients français, en tout cas francophones? Non, pas vraiment. En fait, comme je disais, la Namibie, c'est un grand désert, hein. La population, on est 2,5 millions sur une fois et demie la France, donc sur la superficie une fois et demie la France, donc il n'y a vraiment pas grand monde. On a beaucoup de déserts, on a beaucoup d'animaux sauvages qui se promènent partout. Et voilà, après on a des mines, donc ça, le marché des minerais, bon, c'est bien spécifique. Et ensuite, on produit quasiment rien. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de petites choses ou de choses qui se font qui pourraient être facilement exportées, même ailleurs qu'en France d'ailleurs. Bien sûr. Donc ça, oui, non, là il n'y a pas trop de débouchés par là. Question de Jean-Michel qui n'est pas totalement liée au projet, mais qui peut avoir un écho aussi intéressant. C'est quoi la situation sanitaire actuellement en Namibie, notamment liée au Covid? Alors, c'est simple. Nous, le gouvernement a pris les choses relativement tôt. C'est-à-dire qu'on a fermé les frontières avec la Chine quand les cas ont commencé à augmenter en Chine. On a eu le premier cas de Covid au mois de mars vers le 15. Du coup, immédiatement, toutes les écoles ont été fermées. Une semaine après, ils sont passés, on nous a mis en confinement. Donc, on avait à l'époque 3 cas, je crois.
Et on a été confinés pendant 38 jours. Ça fait 2 jours qu'on est sorti du confinement. Et on a 16 cas. Sur les 16, il y en a 9 qui sont guéris. Et les autres qui sont, ils sont pas, enfin, ils sont faiblement malades. Et on n'a pas eu de nouveaux cas depuis 28 jours. D'accord. Et par contre, l'État a bien mis en place. Donc là, on sort dans la rue, on doit porter des masques. Enfin bon, il y a pas mal de choses qui sont faites en rapport en fait avec les orientations de. Il y a l'OMS qui est assez présent et le CDC américain qui est assez présent aussi ici. C'est vrai qu'on a une faible population, donc à ce niveau-là, c'est plus aussi facile de garder les distanciations. Donc a priori, pour l'instant, c'est plutôt bien géré. On est très très peu touchés. D'accord. Et toutes nos frontières sont fermées, donc là, on est approvisionné, parce qu'on dépend beaucoup de l'Afrique du Sud pour l'approvisionnement, donc on est approvisionné par l'Afrique du Sud où il y a quand même plus de cas. En Afrique du Sud, il y a 7500 cas et 148 morts. Mais par exemple, quand les chauffeurs routiers passent la frontière, ils sont systématiquement mis en quarantaine. C'est un autre chauffeur qui reprend le camion. Donc enfin, c'est vraiment géré de manière assez stricte. D'accord. Il y avait une question, mais du coup, tu viens d'y répondre. A priori, est-il possible ou inconcevable de s'ouvrir à des clients non francophones? Et si les frontières sont fermées, de toute façon, c'est a priori pas possible pour le moment. Ouais, pour le moment, c'est pas possible. Alors nous, le gouvernement a prévu, si les choses restent toujours positives comme ça, d'ouvrir les frontières fin juin. Donc, je pense en premier les frontières autour de nous. Et après, restent les liaisons aériennes. Donc ça, ils ont dit qu'ils verraient à ce moment-là d'où ils autoriseraient les avions à venir ou pas. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi la Namibie qui ne veut pas se retrouver avec des malades qui nous infesteraient par milliers en arrivant d'Europe. Donc il y a aussi une volonté de protéger la population, même si économiquement le tourisme, le manque de touristes a un impact énorme. Les conséquences, si la population venait à être touchée, pourraient être encore plus catastrophiques, bien sûr. Donc le gouvernement pèse le pour et le contre de chaque option. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je crois pas. Parmi tout ce qui a été dit jusqu'à présent, est-ce qu'il y a quelque chose qui a particulièrement retenu ton attention? Oui, l'histoire de l'agence de photos Namibie, parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de photos et on a des guides aussi qui sont très bons photographes. Et c'est vrai qu'on a déjà une banque d'images assez importante. Et je ne suis pas sûre en effet qu'il y ait des agences photos namibiennes, ou en tout cas qui soient en relation avec la France. Donc ça, c'est déjà un point intéressant. Et après, ce que j'ai retenu aussi, et que je vais appliquer très rapidement, c'est en effet de faire un sondage parmi, peut-être pas les clients prévus pour venir cette année, mais en tout cas tous nos panels de clients passés, de voir qu'est-ce qui ferait qu'ils auraient envie de faire un voyage virtuel, sous quelle forme, quel format, dans quelles conditions, quelle tarification, pour avoir un peu un point de départ en fait pour étudier cette possibilité. D'accord. Alors, je vais juste rajouter là-dessus et je t'invite vraiment à y réfléchir parce que c'est important. C'est cette histoire de co-construire avec tes collaborateurs et de faire l'inventaire des compétences et des savoir-faire de façon à imaginer des choses encore probablement très différentes, mais qui peuvent être aussi très riches de ce que vous pourriez faire avec ce que vous avez actuellement à votre disposition et dans le contexte dans lequel on évolue actuellement. Parce qu'il y a sûrement des choses qui vont sortir qui peuvent être assez surprenantes et en même temps assez magiques et qui pourraient être testées à coût presque zéro, en tout cas en mettant en place une carte acceptable qui serait parfaitement rationnelle. Ouais, il faut dissocier peut-être l'envie de chacun, parce que là, chacun est capable d'exprimer son envie, je pense à vos collaborateurs. Et il y a aussi la capacité des autres à faire exprimer les qualités des autres et les potentialités des autres. Parce que c'est très difficile d'exprimer, on sait exprimer une envie, mais on ne sait pas dire qui on est. Et voilà. Donc on peut effectivement jouer sur ces deux tableaux, je pense qu'en équipe, pour pouvoir essayer, comme le disait Julien, de faire émerger des possibilités qui seront en fait un résultat co-construit. C'est-à-dire c'est pas votre vision à vous qui imposez à l'équipe, c'est l'équipe qui a fait émerger des possibilités. Oui, tout à fait. Ouais.
Ça me semble pas mal tout ça. Ouais. Comme le dit Lise aussi, les clients ont peut-être aussi des idées. Oui, ça, j'avais pensé à. Bon, là, j'étais occupée avec la newsletter parce qu'on essaie aussi de garder une relation avec les gens pour. Enfin, en tout cas, ouais, déjà tous les gens qui devaient venir et qui peuvent pas venir pour l'instant, de continuer à les faire rêver un petit peu et de garder le lien avec eux. Mais je pensais aussi, j'essaye encore de voir quel format pour le faire au mieux, mais justement contacter, pareil, là nos anciens clients, parce que c'est vrai qu'on a souvent des bonnes relations avec eux, pour voir s'ils n'ont pas des idées. Parce qu'ils sont tous, en plus, ils sont tous issus de milieux complètement différents. C'est l'avantage de travailler dans ce milieu, c'est qu'on se retrouve à côtoyer des personnes de milieux professionnels, on va dire, très très différents. Donc c'est vrai que peut sortir des idées auxquelles on ne pense pas nécessairement. Et là, c'est important de dire que, parce que tout à l'heure, vous avez évoqué la possibilité du sondage et du questionnaire en ligne. En fait, ça agace les gens. Hein. Je crois que la question du sondage, c'est plutôt, par contre, le fait de dire quelles sont les attentes, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient faire pour préparer leur prochain voyage. Et c'est avec eux que, en fait, c'est vraiment rentrer dans un dialogue, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Et le dialogue n'exclut pas le contrôle, hein, c'est-à-dire que vous ferez que des choses que vous avez envie de faire et que eux voudront faire aussi. Donc, vous serez à l'intersection entre votre volonté et leur volonté. Donc c'est important de voir ça. On n'est pas dans l'écoute, on va dire, qui est unidirectionnelle en fait. Et l'écoute c'est unidirectionnel, c'est-à-dire je demande, tu veux ça, donc je te le fais. Là c'est vraiment le fait de dire on s'ouvre à l'imprévu d'une relation avec eux qui va nous amener dans des univers qu'on n'avait même pas imaginés parce que 5 minutes avant, ils n'existaient pas, tout simplement. Donc ils sont pas des réalités à trouver, c'est des réalités à créer, c'est pas pareil. Hein. Exactement, ouais. Voilà. Bon, super. Bon ben voilà, on arrive effectivement, nous arrivons au terme de cet atelier. Donc Caroline, sur le document Google partagé, pardon, vous allez pouvoir retrouver un petit peu toutes les questions, toutes les suggestions des personnes qui étaient présentes. Donc on a fait un enregistrement de cet atelier. Donc ça va être le moment de le clôturer. Donc merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent. Merci Caroline d'avoir exposé votre situation. On vous souhaite beaucoup de courage dans cette situation très, très incertaine, très difficile. On reste, nous, disponibles via LinkedIn et la plupart des gens aussi via LinkedIn, notamment dans le groupe Les Citrons de la Marne. Donc n'hésitez pas à revenir, à poser des questions, à échanger avec nous. Ce sera avec grand plaisir. Et puis merci donc aux participants, merci Julien, merci Dominique pour avoir permis la naissance de ces ateliers. Et puis à très très vite pour un nouvel atelier. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Bonne journée et à très vite. Bonne journée. Au revoir.